Nana Mouskouri, née le 13 octobre 1934 à Lacanée, en Crète, en Grèce, est l'une des chanteuses les plus légendaires du XXe siècle, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies et plus de 200 millions de disques vendus dans le monde. À 90 ans, elle reste un symbole d'élégance, de talent et d'humanité, adorée pour des chansons intemporelles comme Je chante avec toi, Liberté, L'amour en héritage et Plaisir d'amour. Avec sa voix claire et son style de performance simple mais émotionnel, elle a conquis le public dans plus de 80 pays, chantant dans plus de 10 langues, du grec, du français, de l'anglais au japonais, à l'hébreu et même en s'essayant au chinois. Une femme qui a connu la guerre, la pauvreté et la perte personnelle, sa vie est une histoire de résilience, mais aussi de profonde tristesse, de tragédies silencieuses et de secrets cachés sous une apparence élégante. Malgré son immense succès, de ses performances dans des salles prestigieuses comme l'Olympia à Paris à son titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, elle a également dû faire face à des revers et des chagrins d'amour, allant du rejet de ses professeurs de musique à des fissures dans sa vie amoureuse. À 90 ans, Nana Mouskouri revient sur sa vie avec sérénité, partageant de profondes réflexions sur ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a perdu, tout en gardant des secrets connus uniquement d'elle et de ses proches. La plus grande tristesse dans la vie de Nana Mouskouri fut peut-être le sentiment de solitude et de séparation d'avec sa patrie, la Grèce, où elle est née et a grandi pendant les années difficiles de la Seconde Guerre mondiale. Née dans une famille pauvre, son père étant projectionniste et sa mère vendeuse de billets dans un théâtre de Lacanée, elle a passé son enfance dans l'ombre de la guerre et de l'occupation nazie. Enfant, sa famille a déménagé à Athènes à la recherche de meilleures opportunités, mais la pauvreté a suivi, la forçant, elle et sa sœur Eugénia, à travailler tôt pour subvenir aux besoins de la famille. Bien qu'elle aimait la musique et qu'elle ait commencé à chanter à l'âge de 6 ans, elle a toujours ressenti une distance invisible avec sa terre natale, la Crète, où elle avait l'habitude de courir dans les oliveraies et d'écouter les chansons folkloriques grecques de sa mère. Alors que sa carrière décolle dans les années 1950, elle est contrainte de quitter la Grèce pour poursuivre ses rêves musicaux à Paris, Londres et New York, une décision qui lui apporte la célébrité, mais lui donne également le sentiment d'avoir perdu une partie de son identité. Dans son autobiographie de 2007, Mémoire, elle écrit qu'à chaque fois qu'elle retournait en Crète, elle se sentait comme une étrangère, car le temps et la distance avaient érodé son lien avec les gens et les souvenirs qu'elle aimait autrefois. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque sa mère est décédée en 1970, la laissant avec le regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa famille pendant les années les plus chargées de sa carrière. Un autre aspect de sa plus grande tristesse est sa lutte intérieure avec les attentes de la société et la pression d'être une icône mondiale. En tant que femme grecque dans l'industrie musicale internationale, elle a souvent été confrontée aux préjugés selon lesquels une chanteuse folk ne pouvait pas réussir sur les grandes scènes de Paris ou de New York. Au début de sa carrière, elle a été rejetée par les professeurs du Conservatoire d'Athènes parce que sa voix était jugée trop faible et inadaptée à l'opéra, une critique qui lui a laissé une faible estime d'elle-même et des doutes sur elle-même. Même si elle a prouvé plus tard que sa voix pouvait conquérir des millions de cœurs, ses critiques lui ont laissé une tristesse silencieuse, le sentiment qu'elle devait constamment prouver sa valeur dans un monde compétitif. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'elle a été témoin des divisions politiques en Grèce, en particulier pendant le régime militaire de 1967 à 1974, lorsqu'elle a été critiquée pour ne pas s'être opposée publiquement au régime par crainte pour la sécurité de sa famille. Sa décision de garder le silence, même par amour pour sa famille, lui a laissé un sentiment de culpabilité, comme si elle avait trahi les valeurs libérales qu'elle avait toujours chantées. L'amour et le mariage de Nana Mouskouri sont un chapitre émotionnel, avec des moments de bonheur mêlés à des défis et des pertes. Son premier mariage avec Georges Petsilas,
un musicien et producteur de musique grecque, a commencé en 1961 et a duré jusqu'en 1975. Les deux se sont rencontrés alors qu'elle était une jeune chanteuse à la recherche d'opportunités à Athènes, et Georges est rapidement devenu son compagnon, son manager et son mari. Ils eurent deux enfants, Nicolas né en 1968 et Hélène née en 1970. Et dans les premières années, leur mariage fut une histoire d'amour. Georges la soutenant dans l'enregistrement de ses premiers albums et l'organisation de concerts internationaux. Cependant, les pressions de sa carrière, avec ses tournées incessantes à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, ont créé des fissures. Georges, bien qu'amoureux d'elle, se sentait souvent éclipsé par la gloire de sa femme, et l'éloignement géographique les éloignait peu à peu. En 1975, ils divorcent après une liaison acrimonieuse, un événement qu'elle décrit dans Mémoire comme son plus grand échec personnel, car elle a toujours aspiré à une famille stable, mais n'a pas réussi à concilier amour et carrière. Bien qu'elle ait maintenu des relations amicales pour le bien de ses enfants, elle a admis que les années qui ont suivi le divorce ont été les plus solitaires, car elle luttait contre la culpabilité de ne pas pouvoir passer autant de temps avec Nicolas et Hélène. En 2003, à l'âge de 69 ans, elle épouse André Chapelle, son producteur de musique et ami proche depuis plus de 3 décennies. André, qui a travaillé avec elle sur des albums tels que Nana Mouskouri à New York et Je chante avec toi, Liberté, était un homme calme et réfléchi qui a toujours respecté son indépendance. Ce mariage lui a apporté la paix et la stabilité qu'elle n'avait pas eues les années précédentes. Ils vivaient ensemble à Genève, en Suisse, et elle attribuait souvent à André le mérite de l'avoir aidé à retrouver la joie de vivre, en particulier après des pertes personnelles telles que la mort de sa mère et de sa sœur. Mais même dans ce mariage heureux, elle portait encore des blessures du passé, notamment le sentiment d'avoir sacrifié trop de temps personnel à sa carrière, la laissant incapable de remplir pleinement son rôle d'épouse et de mère. Dans une interview de 2014, elle a partagé que l'amour pour elle ne se résume pas seulement à des moments romantiques, mais aussi à la camaraderie et au pardon, des choses qu'elle a apprises de ses 2 mariages. Bien qu'elle n'ait plus eu d'enfant avec André, elle le considérait comme un confident qui l'aidait à traverser ses jours les plus difficiles et à profiter de sa vieillesse en paix. La tragédie de la vie de Nana Mouskouri ne réside pas seulement dans ses pertes personnelles, mais aussi dans les graves défis auxquels elle a été confrontée au cours de ses premières années et de sa carrière. L'une des plus grandes tragédies fut son enfance pauvre et troublée pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation nazie de la Crète, sa famille vivait dans la peur et le dénuement, avec des journées sans nourriture suffisante et des nuits passées cachées dans la cave pour éviter les bombes. Elle a dit un jour qu'il y avait des moments où elle et sa sœur Eugénia devaient chanter pour oublier leur faim, et les chansons folkloriques grecques sont devenues leur seule source de réconfort pendant ces années sombres. La tragédie ne l'a pas seulement affecté physiquement, mais lui a également laissé une profonde peur de la perte, le sentiment que tout ce qui était précieux dans la vie pouvait disparaître en un clin d'œil. Lorsque son père fut envoyé aux travaux forcés pour les Allemands, elle et sa mère furent livrées à elle-même, une expérience qui la fit mûrir très tôt, mais qui lui laissa également un sentiment d'insécurité qui la durera toute sa vie. Une autre tragédie fut la maladie du larynx dont elle souffrit lorsqu'elle était jeune femme, qui menaça de mettre fin à sa carrière musicale avant même qu'elle n'ait réellement commencé. À l'âge de 16 ans, on lui a diagnostiqué une petite tumeur sur ses cordes vocales et les médecins l'ont averti que si elle subissait une intervention chirurgicale, elle pourrait perdre sa voix. Face à ce danger, elle a passé des mois dans le désespoir, à prier et à chercher des thérapies alternatives. Finalement, grâce aux soins d'un médecin à Athènes et à sa détermination à exercer, elle s'est rétablie sans chirurgie, mais cette expérience lui a laissé la peur que sa voix, son bien le plus précieux, puisse lui être enlevée à tout moment. Cette tragédie n'était pas seulement un défi médical, mais aussi une leçon sur la fragilité des rêves,
ce qui lui a fait toujours chérir chaque opportunité de monter sur scène. Son rejet du Conservatoire d'Athènes fut également une tragédie au début de sa carrière. Lorsqu'elle s'inscrit en 1950 à des études d'opéra au prestigieux conservatoire, ses professeurs lui disent que sa voix n'est pas assez forte pour poursuivre l'opéra classique et lui conseillent d'abandonner la musique professionnellement. Ce rejet a non seulement porté atteinte à son estime de soi, mais lui a également donné le sentiment d'être abandonné par son pays d'origine. Mais c'est cette tragédie qui la pousse à trouver sa propre voie, se tournant vers la musique folk et pop et la conduisant finalement à Paris, où elle rencontre le compositeur Manos Hadjidakis, qui l'aide à enregistrer la chanson Kapou I Paris I Agapimou, qui remporte le premier prix au Festival de musique grecque